Bonjour, merci à tout le monde d'être venu, en grand nombre quand même, hein, c'est bien. Évidemment, on est le 8 mars, donc nous, à chaque année, à la Rive socialiste, on organise un événement pour souligner en fait la Journée internationale des femmes. Puis justement, TEFA a dit qu'on était une organisation présente un peu partout au Canada. Puis au moment même, nos camarades de McGill et Concordia ont un événement. Les camarades à Toronto, à Edmonton, à Waterloo, un peu partout, tiennent des événements. Puis aussi, à l'échelle mondiale, en fait, on fait partie d'une organisation internationale. Puis on a des événements sur la question de l'émancipation des femmes aujourd'hui même. Donc, pour nous, c'est pas un enjeu qui est simple, pas un enjeu qui est banal non plus. Donc, c'est pour ça qu'on est réunis ici. J'espère que vous allez pouvoir profiter de la présentation, mais aussi de la discussion, évidemment, pour cheminer. Et donc, voilà. Évidemment, on entend là, le 8 mars, là, on voit, on ouvre les journaux, on regarde les nouvelles, puis là, il y a toujours les médias mainstream là, qui font un topo sur la condition des femmes, puis là, qui en profitent pour présenter un portrait de femmes qui, PDG d'une entreprise, qui ont brisé le plafond de verre et qui se sont émancipées, si on veut, et tout ça. Donc, c'est toujours un peu... ça sort toujours un peu du cadre habituel, en fait, des présentations qui sont faites, des médias qui sont traités. Donc, nous, pour nous, c'est pas un enjeu qui est seulement traité le 8 mars, bien au contraire. Et justement, le fait que notre événement aujourd'hui s'appelle les origines socialistes, en fait, la Journée internationale des femmes. Et donc, c'est pas un hasard, en fait, si, malgré ce qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, la Journée internationale des femmes a une origine socialiste, en fait. Puis au départ, ça ne s'appelait pas la Journée internationale des femmes, c'était la Journée internationale des femmes ouvrières, des ouvrières. Et donc, il faut comprendre que dès le départ, en fait, pour les marxistes, pour les militants socialistes, la question de la lutte contre le système en place et la lutte pour l'émancipation des femmes ont toujours été intrinsèquement liées. Et donc, initialement, la journée a été proposée, en fait, c'est une initiative de Clara Zetkin, peut-être que vous la connaissez, c'est une marxiste allemande, et d'autres militantes socialistes, lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, en fait, qui était, dans le fond, une conférence, qui était une initiative des femmes dans la deuxième internationale, donc l'internationale socialiste, qui était fondée par Engels, peut-être que vous êtes au courant. Et donc, la conférence réunissait plein de délégués de plein de pays, une vingtaine de pays. Et au départ, la Journée internationale des femmes, comme je l'ai mentionné, c'était une journée internationale pour parler des enjeux de la classe ouvrière, donc des femmes de la classe ouvrière qui subissaient les oppressions de toutes parts. Et donc, ça, c'est un élément qui est important à considérer. Et donc, la première Journée internationale des femmes ouvrières va avoir lieu en 1911. Au départ, c'était le 19 mars, après on a changé pour mettre ça le 8 mars. Et plus de 100 millions, en fait, de personnes qui se sont réunies dans plusieurs pays en Europe, comme l'Autriche, le Danemark, la Suisse, l'Allemagne. On dit qu'à Vienne, en fait, les femmes avaient une grande bannière, en fait, pour se commémorer la lutte héroïque des femmes dans la première de la Commune de Paris, en fait, pour ceux qui se souviennent de la Commune de Paris en 1871, où est-ce que notamment les femmes ont joué un rôle très, très important et ont même été dans l'avant-garde, en fait, du mouvement de lutte contre la classe dominante puis contre le gouvernement en place. Et donc, quelques années, en fait, après la création de la Journée internationale des femmes, on va voir, en fait, un événement assez historique se produire lors du 8 mars. Peut-être que vous ne savez pas, mais la révolution russe, en fait, la première révolution russe de 1917, la révolution de février, a commencé lors de la Journée des femmes. Et donc, en fait, c'était les femmes qui manifestaient à Pétrograd et demandaient la fin de la Première Guerre mondiale, la fin du rationnement, on avait de la misère à se mourir à l'époque, et la fin du régime tsariste de Nicolas II. Et donc, le 23 février 1917, qui était dans le calendrier grégorien le 8 mars, l'équivalent du 8 mars, les travailleurs du textile de Pétrograd vont quitter leur poste, vont sortir dans les rues et vont envoyer des délégués pour aller chercher, en fait, d'autres grévistes pour venir les appuyer. Et donc, on va se ramasser avec une énorme grève générale dans les rues de Pétrograd. Et le gouvernement tsariste va envoyer l'armée, évidemment. Puis qu'est-ce que vont faire les travailleurs? Ils vont réussir à rallier à leur cause les soldats qui vont refuser de tirer contre les ouvrières. Puis ce moment-là, en fait, ça va être vraiment l'élément déclencheur, l'étincelle de la Révolution de février 1917 qui va
faire tomber, en fait, le gouvernement tsariste. Et donc, je pense que ça montre, en fait, le pouvoir, en fait, révolutionnaire qui se cache dans chacune des ouvrières de l'époque. Puis, je pense que cet événement-là est à souligner et encore à se remémorer en tête. Et donc, ceci dit, par l'histoire, mais on peut aussi parler de ce qui se passe aujourd'hui. La condition des femmes, évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est pas l'émancipation des femmes est loin d'être un sujet, un enjeu qui a été résolu aujourd'hui. Bon, on a vu depuis quelques mois les scandales de dénonciation, d'agression sexuelle, de harcèlement, tout ça. La campagne autour de MeToo, moi aussi en français, qu'on a vu un peu partout, ben ça nous montre en fait à quel point la culture du viol, les cas d'agression sexuelle, la violence faite aux femmes, c'est loin d'être un enjeu qui est réglé, au contraire. Puis on est même surpris de voir à quel point, même dans les milieux gauchistes, on est surpris de voir à quel point ça touche énormément de femmes, et même dans nos pays occidentaux, soi-disant avancés, où est-ce que l'égalité homme-femme est supposée être un enjeu important, on voit que l'oppression des femmes est encore présente de manière systématique. Puis aussi, on peut parler en général au Québec, la violence faite aux femmes, en fait, est encore très élevée. On rapporte que c'est environ 80% des crimes contre la personne, dans un contexte conjugal, en fait, qui sont faits envers les femmes. Mais c'est seulement 5% en fait des crimes sexuels qui vont faire l'objet d'une plainte officielle. Et chez celles qui vont avoir le courage de porter plainte, en fait, on dit que c'est seulement 3 plaintes pour agression sexuelle sur 1000 qui vont finir par faire l'objet d'une condamnation. Et évidemment, ça c'est juste au Québec, parce que la situation dans le monde n'est pas plus reluisante. Et l'exploitation sexuelle, l'excision, la traite des femmes même, c'est encore des exemples qui sont d'actualité. Et aussi, évidemment, dans bien des pays, là, je vous apprends rien, l'égalité juridique est loin d'être atteinte. Et même dans les pays où l'égalité juridique est supposée avoir été atteinte, comme ici, ben, on se rend compte que l'égalité de fait, hein, dans les faits, les conditions matérielles des femmes, la réalité quotidienne des femmes est loin d'être l'égale de celle de la plupart des hommes. Et donc, au Québec, on dit que c'est que les femmes gagnent 72% du salaire des hommes et occupent 58% des emplois au salaire minimum. Et donc voilà, je pourrais continuer encore en vous donnant beaucoup d'autres chiffres, ça c'est certain. Mais expliquer à quel point la situation des femmes est encore problématique ne permet quand même pas de nous questionner en fait sur les racines de l'oppression des femmes. Et c'est ce que nous, comme marxistes, on veut faire en fait, c'est retourner à la racine pour comprendre d'où provient l'oppression des femmes et par le fait même essayer de comprendre comment on peut dépasser cette oppression-là. Et donc, les études en anthropologie puis en histoire marxiste, en fait, nous montrent que l'oppression des femmes a des origines socio-historiques, et donc c'est pas quelque chose d'inné à la nature humaine, provient des conditions matérielles, en fait, du développement des conditions matérielles, et ultimement du développement des sociétés de classe. Et donc, avant qu'apparaissent les premières sociétés de classe, l'humanité va vivre dans la majorité, la quasi-totalité de son existence, donc on dit environ 98% de l'humanité va se présenter dans une société sans exploitation de classe, sans classe sociale en fait. Et donc, pendant cette longue période-là, qu'on appelle le communisme primitif, ben, ça va être caractérisé par des sociétés où est-ce que les relations entre individus vont être assez saines. Donc, on parle ici de sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et dans ces organisations de communistes primitifs, ben, la chasse et la cueillette vont être les tâches de tout le monde. Tout le monde va participer à ça et ça va être réparti également. Et les fruits, en fait, de la production de la chasse et de la cueillette vont aussi être répartis également entre tous les membres de la tribu. Et donc, dans ces sociétés-là, ce qu'on va voir aussi, c'est que les relations conjugales, si on peut, étaient assez lousses. Donc, les couples se défaisaient assez librement. Et donc, ce que ça va poser comme problème, c'est qu'on ne sait pas c'est qui vraiment les pères des enfants. Hein. On n'est pas capable de vraiment nécessairement le savoir de manière précise. Et donc,
ce qui va être logique pour les sociétés tribales, ça va être d'être organisé en fait selon une transmission en fait maternelle en fait. Donc ce qu'on appelle la matrilinéarité, donc le fait de transmettre l'héritage par la voie de la mère, en fait, c'était plus logique parce qu'on ne sait pas c'est qui le père. Donc c'est très difficile de pouvoir établir qui sont les enfants de tel homme ou tel homme. Et donc, par exemple, quand un homme mourait, ben, ses outils, son arc à flèche et tout ça, ben, il n'était pas transmis à ses fils, parce qu'on ne savait pas vraiment c'est qui ses fils de sang, mais les outils vont retourner dans la tribu de la mère et pour être redonnés à un autre membre de la tribu. Et donc, à ce moment-là, personne accumulait vraiment de richesse parce que c'était la propriété tribale et non pas la propriété privée d'un individu. Et donc, c'est cette transmission matrilinéaire qui va être garante justement de cette propriété commune de la tribu. Et évidemment, à l'époque, on avait ce qu'on appelle une division sexuelle du travail. Hein. Donc, les femmes, parce que notamment elles enfantaient, allaitaient, vont être moins à même de pouvoir quitter la tribu pour aller chasser plus loin. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile de se déplacer. Et donc, elles vont s'occuper davantage de la cueillette et de tout ce qui est entretien de la tribu. Et alors que les hommes vont davantage s'occuper de la chasse. Ce qui est important de mentionner, par exemple, c'est que ça ne fait pas pour autant, cette division du travail-là ne fait pas pour autant en sorte que les hommes dominaient les femmes ou que les femmes étaient complètement recluses de la tribu. Ou bien au contraire, en fait, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'était des sociétés d'abord basées sur la cueillette, dans la mesure où la cueillette était plus efficace, hein, rapportait plus de denrées que la chasse. La chasse, il faut être chanceux quand on peut pogner un bison ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'était plus facile de vivre avec la cueillette. Et donc, à ce moment-là, le travail des femmes était assez important dans la société, puis ça va leur donner une place, un rôle public, politique même, important dans les tribus. Et donc, ça, c'est d'abord ce qu'on a pu observer. Mais l'affaire, c'est qu'évidemment, qu'est-ce qui va se passer? La production va évoluer. Les technologies, si on veut, les techniques pour produire des denrées puis accumuler les denrées vont évoluer. Puis éventuellement, ben, on va transiter, en fait, des sociétés de chasseurs-cueilleurs à des sociétés basées sur l'agriculture et l'élevage. Et donc, et ça va se faire dans un processus qui va commencer il y a 10 000 ans environ. Et on va voir à ce moment-là, avec le développement de la production, des techniques de production, on va voir un surplus dans la production agraire arriver. Et ce surplus-là va être un élément important, une révolution importante. Hein. Pour la première fois, on va être capable on n'aura pas besoin de vivre au jour le jour, on va pouvoir accumuler des denrées. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que quand on va quitter la chasse et la cueillette pour se tourner vers l'agriculture et l'élevage, ben, c'est les hommes, en fait, qui vont s'occuper de l'agriculture et l'élevage parce que, ben, physiquement, évidemment, ils sont plus forts. Puis les femmes, parce qu'elles enfantent et tout ça, ont plus besoin de rester au foyer. Mais c'est pas... c'est aussi parce que les hommes, c'est eux qui s'occupaient de la chasse. Donc maintenant qu'ils s'occupent de l'élevage, ça a suivi son cours logique. Et donc... le rôle des femmes, conséquemment, va devenir de moins en moins important parce que si la cueillette rapportait beaucoup, maintenant, l'agriculture et l'élevage vont être vraiment la principale source de production dans la tribu. Et donc, les femmes vont perdre progressivement leur rôle important. Ils vont devenir de plus en plus recluses au foyer. Et donc, voilà. La seule affaire, c'est que, comme je l'ai mentionné tantôt, ben, les tribus étaient organisées selon la voie matrilinéaire. Et donc, quand le père mourait, ben là, son bétail, qui était sur sa terre, ben, va retourner dans la tribu de la mère. Mais le problème, c'est que c'est à l'autre bout, la tribu, parce que maintenant, les tribus se sont déplacées parce qu'on est rendu sédentaire et tout ça. Et donc, ça faisait en sorte que les enfants du père avaient plus de rien pour survivre. En fait, ils perdaient tout ce qu'ils avaient. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le droit de transmission par la voie de la mère devenait un obstacle, en fait, au développement de la production, la production économique. Et donc, ce qu'on va voir, c'est un processus qui va s'échelonner sur des milliers d'années, où est-ce que les sociétés tribales agricoles vont rentrer dans
vont se transformer, en fait, de plus en plus pour éventuellement abolir le droit maternel et instaurer l'héritage par la voie du père. Et donc, Engels, que vous connaissez, qui est le compagnon de Marx, et auteur de L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, un ouvrage fort pertinent que je vous encourage à lire un jour. Engels, dans ce livre, va justement référer à ce processus-là, où est-ce qu'on va quitter le droit maternel pour transiter vers le droit paternel, comme la première grande défaite historique des femmes. Et c'est que la propriété privée, hein, parce que maintenant le père peut transmettre à ses enfants, et donc ne transmet plus à la tribu en ensemble. Donc la propriété privée va naître à ce moment-là. Et même si c'est pas un geste conscient là, des tribus de dire « OK, on enrage du pouvoir aux femmes puis on le donne aux hommes », c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est en développant les conditions matérielles que le processus va émerger. Et donc, le développement des outils de production va amener la croissance, la montée croissante des surplus agraires qui étaient désormais transmis de père en fils. Et donc, la possibilité de créer un surplus agraire, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener les chefs de famille, les paternels, à avoir toujours besoin, à vouloir toujours aller chercher plus de la main-d'œuvre, hein, parce qu'ils vont vouloir, le fait qu'ils ont un profit, un surplus, va les encourager à développer encore plus l'agriculture, plus l'élevage et éventuellement faire encore plus de surplus. Et donc, ce qu'on va voir apparaître, c'est l'accumulation des esclaves, et donc qui va devenir une genre de nécessité pour pousser encore plus la production puis le développement technique de la production. Et donc, le travail des esclaves, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de libérer les chefs de maison pour du travail manuel et donc pour se consacrer plus à des tâches plus intellectuelles. Et donc, ils vont devenir les premiers patriarches qu'on appelle. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître la première grande division du travail entre le travail intellectuel et le travail manuel, en exploiteur et exploité. Ultimement, c'est à ça que ça revient. Et donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît dans l'histoire les premières sociétés de classe. Et donc, la première forme de la société de classe, la société esclavagiste, Marx l'avait nommée la société patriarche. Parce que le patriarche, hein, soit l'homme qui gère la cellule familiale, ben, il possède plus seulement ses outils, sa terre et son bétail, mais il possède aussi, en plus, des esclaves, puis il possède ses enfants et sa femme. Parce que auparavant, sous le communisme primitif, ben, dans le fond, l'entretien du ménage était la tâche collective de tout le monde. Les familles élargies habitaient souvent dans des grandes maisons, sur des grands espaces, et donc c'était la tâche commune de s'occuper du foyer. Mais ce qu'on va voir avec la famille patriarcale qui va émerger, c'est que l'entretien ménager, les tâches routinières, ben, vont perdre ce caractère public. Et donc, vont être transférés dans la sphère privée, où maintenant, ça va être la femme, en fait, qui va s'en occuper, qui va être la servante du foyer, si on veut. Et parce que, auparavant, dans les grandes maisons communes, si on compare les grandes maisons communes avec ce qu'on va voir se développer, ben, en devenant sédentaires, de plus en plus éloignées, ben, les familles n'ont plus la même proximité entre elles. Et donc, les tribus les membres de la tribu vont se séparer de plus en plus en petits îlots familiales. Et par la suite, on va voir l'institution du mariage monogamique qui va apparaître comme la première forme, en fait, de mariage monogamique, qui est ultimement, en fait, un mariage monogamique pour la femme, non pas pour l'homme, dans la mesure où ce qui va être vraiment important, c'est de pouvoir contrôler le corps des femmes, en fait. L'institution du mariage apparaît pour ça, le contrôle du corps des femmes, parce que si on veut s'assurer de pouvoir transmettre à nos fils, la lignée patrilinéaire, si on veut s'assurer de transmettre à nos fils l'héritage, ben, il faut savoir c'est qui nos fils. Puis pour savoir ça, ben, il faut s'assurer que notre femme soit fidèle. Puis pour qu'elle soit fidèle, ben, on l'isole, on la ramène au foyer. Puis ça, c'est une façon de s'assurer de la transmission. Et donc, merci. Et donc, voilà. Et donc, de ce processus, en fait, que je viens d'expliquer, ben, c'est là qu'on voit que découle l'oppression systématique, l'oppression systémique, en fait, des femmes, ce qui est, ultimement, qui revient à une domination qui va s'imposer sur elles.
qui va prendre notamment forme d'un confinement à la maison, mais aussi une exclusion de la production sociale, de la vie publique, de la vie politique, et de leur dénigrement dans la culture. Et donc, ce que je viens d'expliquer, en fait, ça découle de la conception matérialiste de l'histoire. Hein. On explique l'histoire, pour nous les marxistes, comme découlant des conditions matérielles dans lesquelles évoluent les sociétés. Et donc, ces découvertes-là en anthropologie, en histoire, nous permettent de comprendre justement que c'est les conditions matérielles qui structurent l'organisation de la société, structurent le développement politique, étatique aussi. Et donc, avec ce que j'ai dit, on peut comprendre en fait que l'oppression qui est faite aux femmes est intrinsèquement liée à l'apparition de la société de classe, en fait. Et donc, c'est pour ça que pour nous, marxistes, le fait de revenir, en fait, aux racines de l'oppression est hyper important pour comprendre, en fait, que c'est dans la société de classe que réside l'oppression. Et donc, pour mettre fin à celle-ci, on doit dépasser cette société de classe et donc dépasser actuellement le capitalisme, qui est la société de classe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production, en fait, et qui salarient les travailleurs en échange du temps de travail, en fait, eux profitent aussi du travail qui est fait à la maison. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le travail qui est fait par les femmes à la maison, c'est du travail qui est gratuit, mais c'est du travail gratuit qui est nécessaire à la production capitaliste. Les capitalistes ont besoin qu'on se nourrisse pour aller travailler, ont besoin qu'on se loge, ils ont besoin qu'on reproduise la génération de travailleurs, ont besoin qu'on fasse des enfants puis qu'on les éduque, parce que sans les travailleurs, les capitalistes ne font pas de profit. Donc, ce qu'on voit, c'est que le travail qui est fait en dehors de la sphère productive, donc du travail qui n'est pas productif, mais qui est fait à la maison, les tâches ménagères, tout ça, ça profite au système capitaliste, ça profite aux patrons, en fait, ceux qui font des profits sur notre dos. Et donc, même si, puis vous allez sûrement m'objecter que, ah ouais, mais la situation des hommes et des femmes a évolué dans nos sociétés, puis il y a un plus grand équilibre qui s'est fait entre la répartition des tâches entre les hommes et les femmes, puis ce qui est tout à fait vrai. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ultimement, ça reste encore la charge mentale qu'on appelle, ou la charge émotive aussi, reste encore souvent le fardeau des femmes qui ont encore à planifier, à organiser la maison, le foyer, puis c'est souvent elles qui vont sacrifier leur carrière ou leurs ambitions pour s'occuper du foyer. Et donc, évidemment, avec l'arrivée du capitalisme dans l'histoire, les femmes, une bonne partie des femmes vont être amenées sur le marché du travail, donc vont être amenées dans la sphère publique et à devenir des travailleuses. Et donc, ce pas-là va être une avancée quand même assez progressiste pour les femmes, parce que ça va les sortir de leur isolement, évidemment, et ça va les amener à s'unir sur les lieux de travail, puis éventuellement à s'unir dans les mouvements syndicaux, etc., etc. Et donc, en devenant travailleuses, les femmes peuvent maintenant lutter contre le patron, lutter contre le capitalisme. Mais évidemment, ça n'enlève pas le fait que les femmes sous le capitalisme subissent une double oppression. Donc, une oppression sur la sphère du travail. Comme tous les travailleurs, on est exploités en tant que membres de la classe ouvrière pour le profit des capitalistes. Mais on est aussi, comme femmes, on est aussi amenés à être exploités dans les tâches domestiques qu'on effectue, à être exploités à la maison, donc doublement exploités, comme on peut le dire. Et aussi, on ajoute à ça que les salaires des femmes sont généralement moindres que ceux des hommes, puis les différences salariales font tendre à la baisse les salaires de l'ensemble de la classe ouvrière. Ça, c'est quelque chose qu'on observe, puis c'est pas juste les femmes, c'est les salaires des nouveaux arrivants, c'est le salaire des minorités visibles, etc. Tout ça fait tendre à la baisse les salaires de l'ensemble de la classe ouvrière, et tout ceci seulement au profit de la classe dominante. Ce qu'on voit aussi, c'est que les préjugés sexistes, homophobes, xénophobes, font tendre aussi à la baisse l'ensemble des conditions de vie de la classe ouvrière. Donc, il n'y a personne qui profite à ça, sauf la classe dominante. C'est un peu ça mon point ici. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on se divise entre nous, pendant que les travailleurs, en fait, mettent le blâme sur les femmes, sur les homosexuels, sur les immigrants,
ben, pendant ce temps-là, on s'unit pas, en fait, puis on focus sur les différences plutôt que de voir que ce qui nous unit, en fait, c'est notre oppression, notre exploitation comme membre de la classe ouvrière, puis ultimement, ça sert, en fait, les profits des capitalistes qui peuvent continuer à amener leur train-train. Et donc, une fois qu'on a dit ça, la question demeure, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on lutte contre l'oppression des femmes? Comment est-ce qu'on lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière? Évidemment, on entend souvent, même de plus en plus, des membres de la classe dominante, hein, des politiciens bourgeois, aussi des représentants de la bourgeoisie, avoir un discours pseudo-féministe où est-ce qu'on utilise un jargon hein, qui montre qu'on est ouvert à l'émancipation des femmes et qu'on veut aller de l'avant, on est progressiste. Vous avez sûrement vu dernièrement Justin Trudeau hein, qui avait un discours assez catégorique. On a de la visite. Il voulait plus parler de mankind, pour plutôt parler de peoplekind. C'est plus inclusif comme jargon, hein, pas vous focuser seulement sur les hommes, mais sur les femmes, sur tout le monde. Et donc, mais derrière ça, en fait, puis aussi, oui, rajoutons aussi que dans le dernier budget, si on lit attentivement le dernier budget fédéral du gouvernement libéral, ben on voit qu'il est mentionné 250 fois le mot femme et 120 fois le mot sexe, comme dans l'expression égalité des sexes, discrimination basée sur le sexe, etc., etc. Ben, derrière tout ce jargon, cette belle apparat féministe, ben, le gouvernement libéral ne fait pas grand-chose pour améliorer la condition des femmes, comme améliorer, investir davantage dans tout ce qui est garderie, santé publique, l'éducation, et évidemment, sans mentionner en fait les politiques étrangères, où est-ce qu'on fait des ententes avec le gouvernement saoudien pour des milliards de dollars de contrats pour des armes. Évidemment, le gouvernement saoudien n'est pas reconnu pour son ouverture d'esprit pour la question de l'émancipation des femmes. Et donc, je pense que derrière ce bel apparat, ce beau discours, on ne doit pas être dupe et on doit tourner le dos à cette belle parole. Puis nous, ce qu'on dit comme marxistes, c'est qu'on ne doit pas faire confiance à ces politiciens bourgeois qui ont un beau discours, mais effectivement qui prêchent par hypocrisie. Et ce qu'on veut, nous, c'est unifier, en fait, unir tous les opprimés dans la lutte contre le système capitaliste, qui est une lutte contre l'exploitation, en fait, que vivent l'énorme majorité de la population, les travailleurs et travailleuses. Évidemment, là, vous allez peut-être pouvoir m'objecter que nous, les marxistes, vous, les marxistes, vous dites juste que c'est l'exploitation de classe qui est problématique et qu'on doit tout focusser sur ça. Évidemment, c'est faux et pour nous, c'est pas que la question de classe est plus fondamentale ou elle est pire que toutes les formes d'oppression qui sont vécues dans la société. Évidemment pas. C'est pas le cas, c'est pas du tout notre position. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est simplement que le mode de production capitaliste actuellement est basé sur l'extraction, en fait, de profit. Pour nous, l'exploitation de classe, c'est pire. C'est la pire forme d'oppression qui est plus souffrante que toutes les autres oppressions et que la classe ouvrière est en quelque sorte supérieure à tout autre groupe d'opprimés. Évidemment, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ne vous méprenez pas. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est tant qu'on vit dans une société, en fait, où il y a une classe dirigeante parasitaire qui exploite et opprime la majorité, ben, il n'y a aucun groupe opprimé qui va pouvoir véritablement, pleinement être émancipé, parce qu'il va toujours y avoir une inégalité systématique qui va exister. Et donc, les profits qui sont massifs, qui sont accumulés par la classe capitaliste, représente le travail qui n'est pas payé à la classe ouvrière, qui n'est pas rémunéré pour la pleine valeur de son travail. Et donc, puis c'est ce qu'on entend quand on parle d'exploitation de classe. Et donc, évidemment, on reconnaît le rôle vraiment dévastateur et important de la discrimination et de l'oppression qui servent à maintenir le système en place. Merci. Et donc, mais ce qu'on comprend, puis ce qu'on explique, en fait, c'est que la réalité économique, en fait, de l'exploitation met les travailleurs et travailleuses dans une position unique dans la société, une position qui leur permet de renverser la société, le système. Et donc, parce que c'est nous tous, en fait, c'est les travailleurs et travailleuses qui produisent toute la richesse de la société.
et qui actionnent les machines et qui font rouler les entreprises au quotidien. Et bien que ce ne soit pas tous les travailleurs qui subissent différentes formes de différentes couches d'oppression, ben, la vaste majorité des opprimés sont exploités en tant que travailleurs ou bien sont déclassés, sont au chômage, etc. Et donc, tout ceci fait en sorte que l'exploitation de classe est le facteur unitaire, en fait, qui unit tous les opprimés. Et donc, la classe ouvrière englobe la vaste majorité des opprimés de la société. Et c'est précisément la lutte de classe, en fait, qui peut nous unir tous, unir toutes les couches opprimées contre notre ennemi commun, contre la classe exploiteuse. Et c'est dans ce processus-là, en fait, d'unification dans la lutte, qu'on peut voir des attitudes discriminatoires, des attitudes oppressives s'effondrer d'une certaine manière. Et on a plusieurs exemples historiques à cet effet-là qui sont assez intéressants, en fait, où est-ce qu'on voit que dans la lutte commune contre notre oppresseur commun, que ce soit quand les hommes, les femmes, les membres de la communauté LGBTQ, les personnes racisées, tout le monde est mis ensemble, côte à côte, main dans la main, puis lutte pour les avancées économiques. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on voit souvent les préjugés qui sont un peu figés dans notre tête s'effondrer progressivement. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une grève des mineurs en Angleterre en 1983-1984, à l'époque où est-ce que Margaret Thatcher imposait sa main de fer. Margaret Thatcher qui est un bon exemple de montrer à quel point c'est pas parce qu'on met une femme à la tête d'un pays que ça va améliorer la condition des femmes. Ça a jamais été, on n'a jamais eu autant d'attaques sur les conditions de vie de la classe ouvrière qu'avec Margaret Thatcher, pour donner cet exemple-là. Mais en fait, pendant la grève des mineurs en Angleterre, on va voir des membres de la communauté LGBTQ créer le groupe de soutien Lesbian and Gays Support the Miners. Et donc, le groupe a amassé des fonds pour aider les grévistes, qui étaient essentiellement des hommes blancs hétérosexuels avec plein de préjugés homophobes. Et donc, on va venir en aide financièrement et aussi en allant faire le piquet dans les grèves avec les mineurs. On va manifester contre le gouvernement Thatcher. Et par la lutte, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des ponts qui vont se construire entre les syndicats et la communauté LGBTQ. Puis c'est ce qui va amener en fait à un développement des droits LGBTQ au Royaume-Uni. Et donc, puis aussi pendant cet épisode-là, les femmes des mineurs vont venir en aide à leur mari, si on veut, et tous les préjugés qu'on aurait pu avoir aussi à l'époque vont finir par s'estomper. Puis dans les syndicats, après la grève, les mineurs vont voter, les membres de la base des syndicats vont pousser de l'avant pour modifier les chartes et les constitutions de leurs organes syndicaux pour enlever les mesures discriminatoires qui touchent les femmes et les personnes LGBTQ. Donc, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Évidemment, c'est seulement un épisode, mais il y en a bien d'autres. Notamment, on a eu aussi la révolution égyptienne en 2011, ça fait pas tellement longtemps, mais on a vu en fait que même si la révolution n'a pas changé l'histoire, on peut renverser le capitalisme, les femmes égyptiennes qui étaient victimes d'un haut taux de discrimination et de violence vont soutenir la lutte, vont être unifiées, puis vont être supportées en fait par les travailleurs qui vont s'assurer qu'il n'y ait pas de violence qui soit faite envers les femmes dans la lutte, dans les manifestations et tout ça. Donc on va voir une solidarité se créer, mais ça c'est parce qu'on était unifiés dans la lutte puis qu'on luttait contre un oppresseur commun. Donc je pense que c'est des petits exemples historiques comme ça qui nous montrent en fait à quel point on a le potentiel de s'unifier puis de briser nos divisions, briser nos lignes discriminatoires et focusser vers l'avant, vers un saut révolutionnaire, on l'espère. Et donc, ceci dit, même si j'ai présenté pas mal la perspective révolutionnaire, pour nous, marxistes, on doit changer les choses, on doit lutter contre le capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les réformes, qu'on pense que ça sert à rien, que c'est fait en vain. Évidemment, non. On appuie toutes les réformes qui mettent de l'avant des mesures qui participent à l'émancipation des femmes. Mais ce qu'on explique, c'est que ces mesures-là ont toujours un caractère transitoire, un caractère éphémère sur le capitalisme. Puis depuis 2008, ce qu'on voit, c'est que l'austérité, depuis la crise de 2008, l'austérité massive
qui est présenté partout à l'échelle mondiale, amène des coupures dans les services publics, dans les systèmes d'éducation, les systèmes de santé, etc., etc. Et ce que ça fait, c'est que ça affecte les travailleurs, et notamment les femmes qui sont souvent, qui travaillent dans la fonction publique, et souvent qui sont plus sujets à avoir besoin des services publics. Et donc, ce qu'on explique, nous, comme marxistes, c'est que les réformes qui aident à l'émancipation des femmes ou toute autre forme de réforme ont toujours un caractère temporaire limité, puis sont toujours sujets aux aléas de l'économie, comme on le voit depuis la crise de 2008. Et donc, ceci étant dit, ce qu'on explique, nous, c'est que la seule manière, en fait, de garantir des réformes qui soient bonnes, qui soient durables, en fait, et qui puissent permettre d'améliorer les conditions de vie de tout le monde de manière sur le plus long terme, en fait, c'est que ce soit les travailleuses eux-mêmes qui planifient la production et qu'ils puissent gérer ensemble, démocratiquement, les milieux de travail, et non pas que ce soit une minorité de patrons qui n'en font qu'à leur tête pour asseoir leur profit. Et donc, ultimement, ce qu'on voit, c'est que c'est pas possible sous le capitalisme, hein, c'est les patrons qui possèdent les entreprises. Et donc, pour nous, ce qu'on explique comme marxiste, c'est qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne possède pas. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent sur la nécessité de dépasser le capitalisme et d'envisager une transition vers une société socialiste. Et donc, peut-être vous donner quelques exemples de ce à quoi ça ressemble, cette transition-là vers le socialisme. En fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on veut que les travailleurs et les travailleuses reprennent le contrôle des grandes entreprises en expropriant les capitalistes et commençant par la nationalisation des grands piliers de l'économie, comme le transport, comme les télécommunications, les secteurs de l'énergie, les banques, et qu'on puisse commencer à planifier démocratiquement la production, distribuer les richesses en fonction des besoins de la population, non pas en fonction des profits. Et donc ça, c'est l'avant-goût, en fait, le début d'une révolution socialiste. C'est ce qu'on propose, en fait. Et si on explique ça, c'est aussi parce qu'on peut se baser sur l'histoire, en fait. Et ça m'amène à parler un peu de la révolution russe de 1917. J'ai parlé de la révolution de février au début de ma présentation. Bon, en février et octobre, il y a une période transitoire qui va se passer. Et après octobre 1917, les travailleurs vont prendre le pouvoir, en fait, organisé dans les soviets, donc les conseils ouvriers, et où est-ce qu'on va commencer à organiser démocratiquement la production et la vie démocratique. Et donc, le régime soviétique, en fait, qui va être instauré avec la révolution d'octobre, va constituer ce qu'on appelle un État ouvrier. Donc, ça va être la première fois dans l'histoire où on va avoir une révolution ouvrière victorieuse. Et donc, les travailleurs vont prendre contrôle des usines, vont organiser la production, mais aussi, ce qu'on va voir, c'est qu'après octobre, après la révolution, on va voir des lois qui vont être adoptées, des mesures assez progressistes pour l'émancipation des femmes, notamment. Et donc, par exemple, une loi stipulant, on va décréter une loi stipulant que les femmes ont le droit au même salaire que les hommes, ce qui n'était pas à l'époque commun, hein, même en Occident. Les femmes soviétiques vont désormais avoir le droit de vote, avant même les femmes de Grande-Bretagne, d'Autriche, d'Allemagne, de Belgique et de plusieurs autres pays européens. Et donc, les époux vont maintenant avoir les mêmes droits entre eux et le divorce va être légal et accessible à tous. Donc, pas de raison que ce soit plus les hommes qui aient le droit de divorcer que les femmes. Et donc, toutes ces mesures-là, en fait, vont avoir pour but de fournir des bases légales qui permettent une pleine indépendance aux femmes par rapport à leur mari. Et également, on va mettre en place ça c'est très important, je pense, de le souligner, des mesures pour une socialisation du travail domestique. Et donc, pour s'assurer, en fait, que le fardeau des tâches domestiques repose plus seulement sur les femmes isolées au foyer. Et donc, on va mettre des services de cantine, des buanderies, des hôpitaux, des garderies qui vont être aménagées publiquement et accessibles pour la majorité. Et donc, en 1920, les femmes vont avoir le droit de vote.
savez à quelle année on a eu le droit de vote ici. Donc la Russie va être l'URSS va être le premier pays à accorder le droit de vote, le droit à l'avortement. Donc c'est 53 ans avant les États-Unis et 71 ans avant le Canada. Donc quand on parle du Canada comme cette terre d'émancipation, ben, vous penserez à ça. Et donc, et on était en 1920, hein, je tiens à préciser. Et donc, et à ce moment-là, on va voir que les femmes en URSS vont commencer à prendre le contrôle sur leur corps, prendre le contrôle aussi sur la vie politique. Et elles vont devenir partie prenante de la démocratie ouvrière. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la révolution d'octobre, c'est pas contenté d'accorder les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Non, on va aller plus loin, en fait. On va maintenant ouvrir l'accès au domaine économique et culturel où les femmes étaient absentes, si on veut. On va donner pouvoir politique en libérant les femmes des tâches domestiques, notamment, puis en les ramenant sur la sphère publique de cette façon-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en même temps, ces réformes-là n'auraient pas été possibles sous le capitalisme à la même époque. Et c'est vraiment la démocratie ouvrière de l'Union soviétique qui a réussi en quelques années ce que les capitalistes des autres pays vont mettre des décennies à concéder, en fait. Puis pourquoi ils vont concéder ça? C'est notamment par les pressions de la classe ouvrière, parce que les femmes vont prendre action, les femmes ouvrières vont lutter pour faire avancer leurs droits. Et donc, je pense que ça peut nous permettre de voir c'est quoi les potentialités du socialisme, en quoi le fait de libérer les conditions matérielles permet des avancées fondamentales pour les femmes et pour toutes les minorités opprimées. Mais évidemment, la révolution socialiste n'a pas été complétée en Russie. On va voir l'invasion de 21 armées impérialistes, dont le Canada, les États-Unis, le Japon, etc., la Grande-Bretagne, la France. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va plonger l'URSS dans une condition de guerre civile, où est-ce qu'on va être en situation de pénurie, de misère généralisée. Et donc, l'URSS va sortir assez affaiblie de la guerre civile, même s'ils vont la remporter. Mais ce que ça va faire, en fait, c'est qu'on va avoir détruit le peu de bases économiques qu'on avait construit. Et donc, dans un contexte de misère généralisée, où est-ce que les gens ont de la misère à avoir du pain pour se nourrir, on va voir les vieux préjugés sexistes, on va voir la prostitution revenir de l'avant, alors que pendant les premières années de la Révolution, la prostitution avait subi un recul. Donc, on va voir tous les vieux préjugés de la société de classe, les conditions de misère dans lesquelles les femmes étaient plongées, refaire surface. Évidemment, par la suite, le régime stalinien va amplifier la situation. Je n'ai pas vraiment le temps d'aborder ce sujet-là. J'espère que vous allez peut-être pouvoir en parler pendant la discussion. Mais tout ça pour dire que je pense que ça nous montre en fait les perspectives optimistes d'une éventuelle révolution. Et je terminerai en fait en rappelant que les origines socialistes, en fait, de la Journée des femmes, je pense que c'est l'occasion pour nous de rappeler qu'une action militante combinée à un programme socialiste sont plus vitaux, en fait, pour le réel avancement des conditions de vie des femmes, mais aussi pour les conditions de la classe ouvrière dans son ensemble, puis de l'humanité au grand complet, en fait. Puis je pense que ce qui est important de souligner, c'est que l'humanité ne pourra pas être émancipée tant que les hommes et les femmes vont être séparés, en fait, par l'oppression des femmes, et aussi par la misère et la situation de pénurie et de compétition qui est créée par le système actuellement. On a la possibilité de nourrir tout le monde, d'avoir des conditions de vie décentes pour tout le monde, en fait, plus que pour tout le monde. Puis on ne le fait pas parce qu'on vit dans un système qui est basé sur le profit, en fait. Puis donc, on ne produit pas pour les besoins de la population, mais on produit pour le profit des capitalistes. Donc, c'est à ça que nous, marxistes, on veut s'attaquer, c'est les conditions matérielles qui mettent en place des conditions de misère, mais aussi des conditions de compétition, de préjugés qui apparaissent, etc., etc. Et donc, puis c'est pas pour rien qu'on a vu la montée de Donald Trump qui disait « Ah, ben, je vais vous donner des jobs, là, le problème c'est les immigrants, le problème c'est les femmes, puis voici, moi je vous propose une solution. » C'est parce qu'il y a un contexte de misère, il y a un contexte économique qui est propice à faire émerger ce genre d'idées-là. Et nous, comme marxistes, c'est ce système-là qu'on veut transformer. Puis c'est pour ça, en fait, qu'on met l'accent sur cet enjeu-là. Et donc,
J'espère que la discussion va être intéressante. Je n'ai pas pu aborder tous les sujets. Il y aurait beaucoup à dire sur l'histoire, en fait, du rôle des femmes ouvrières dans la transformation de leurs conditions d'existence. On pourrait peut-être en parler par la suite. Et donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, puis je reviendrai peut-être pour la conclusion.